Bonjour, aujourd'hui on fait une règle de jeu. Et c'est grand, n'est-ce pas ? Salut tout le monde, c'est LiseFi et bienvenue dans cette vidéo règle du jeu Planète Apocalypse. Dans ce nouveau décor, enfin plus ou moins décor parce que pour le moment il n'y a pas grand chose qui décore, mais bon ça c'est pas trop un problème, en tout cas je l'espère. Mais aussi parce que vu que le jeu est beaucoup plus gros, que mon environnement ne me le permet pas forcément, le pied du micro sera apparent, le micro sera apparent, mais c'est pour votre bien. Parce que si je me mets loin, ça résonne vite. Donc c'est pas grave si le micro est apparent, il y a aussi une caméra déportée ici, regardez par ici, et ça va me permettre du coup de vous montrer des choses en même temps que je vous explique. C'est parti pour les règles de Planète Apocalypse. Déjà, petite présentation. Planète Apocalypse est un jeu de Petersen Games, créé par Sandy Petersen, un pape dans le monde ludique, à savoir il a fait quand même Call of Cthulhu, Doom, plein d'autres choses. Et il a fait donc ce jeu, Planète Apocalypse, qui est un jeu de coopération asymétrique. Vous incarnez des héros qui, eux, ne réagissent pas à certaines modifications démoniaques, à savoir tous les autres normalement se transforment en ces petites larves très très moches. Et bien vous avez survécu à ça. Et vous allez devoir affronter un seigneur démon, cette grosse figurine rouge que vous voyez par là-bas. Ce seigneur démon là que vous voyez, il va falloir l'affronter. Mais vous n'avez pas vraiment de quoi le battre pour le moment, du coup il va falloir amasser l'expérience pour pouvoir augmenter vos capacités, augmenter vos jets de dés et ainsi devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure de la partie pour pouvoir vaincre le seigneur démon. Le jeu est achetable un petit peu sur Philibert mais surtout sur le site de Petersen Games et vous pouvez l'avoir en anglais majoritairement et si vous avez de la chance vous pouvez encore tomber sur quelques lots en français. J'ai le jeu en anglais grâce à Pete, merci à lui, on en parlera dans une autre vidéo. Et donc ce jeu coûte 99 $. Vous voyez qu'au niveau de la table, ça se ressent un peu. Mais je mettrai un bémol quand même là-dessus. On en parlera à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Comment on gagne une partie ? Eh bien, la seule manière de gagner une partie, c'est vaincre le seigneur démon. Par contre, nous, on peut perdre la partie de deux manières. Soit la piste d'Apocalypse atteint 13 points, soit le seigneur démon, qui est ici, atteint la zone de départ. À partir de ce moment-là, la partie est perdue. Comment on augmente la piste d'Apocalypse ? Je vous explique ça un peu plus tard. Tout d'abord, on va faire la petite mise en place. Donc pour jouer, on choisit un plateau de jeu, il y en a plusieurs mais on verra ça dans d'autres vidéos sur Planète Apocalypse. Là pour le moment on va mettre la carte de base, à savoir cette forme en S, cette carte s'appelle la carte Invasion. Ensuite on choisit un seigneur démon à affronter. Là dans la boîte de base il n'y a que le seigneur démon Baphomet et donc on va affronter celui-ci pour l'exemple de la vidéo. Et donc on pose un jeton Invasion par zone sauf la zone de départ. Dans cette vidéo, je vais utiliser un petit peu les extensions cosmétiques, à savoir ces petites figurines d'invasion, et du coup je vais les placer exactement à l'endroit qu'il faut, de la zone 0, la zone du boss, jusqu'à la zone 4, juste avant la zone de start, de départ des héros. Ensuite, tout le monde choisit un héros parmi les 6 disponibles dans la boîte de base. Il va prendre sa fiche et tous les éléments qui la composent dont je vous expliquerai les détails après, ainsi que sa figurine. Par exemple ici, Sinju a cette figurine et il la place sur la zone de départ. Tout le monde a choisi son héros, maintenant il reste à placer 2-3 autres choses. D'abord les figurines des monstres qui sont placées tout à droite ici, et il y en a plusieurs différentes. Il y a les larves, les grillus, les fiends, les cacodémons et les démons du 4e cercle. Ensuite on place une grosse plaque comme ceci sur le côté du plateau. Ce sera l'endroit où on affrontera le boss. Ensuite, on va placer les cartes de troupes. Ces cartes de troupes, vous allez les choisir au début de la partie. Vous verrez qu'il en existe beaucoup d'autres, mais en tout cas pour la boîte de base, il y a les volontaires, les miliciens, les policiers, l'armée et les forces spéciales. Ensuite, on prend le paquet de dons qui est ici et on pioche 10 cartes dons qu'on va placer sur le plateau des dons. Il reste un dernier plateau à préparer, c'est le plateau, on va dire, de décompte, de ce genre de choses. C'est aussi un plateau qui va vous permettre de vérifier si vous faites bien les bonnes choses à chaque tour. Vous placez le jeton désespoir ici, le jeton seigneur ici, le jeton apocalypse ici,
à 0, ici à 1, ici à 1. Ensuite, vous prenez 4 dés de désespoir ici pour commencer la partie et vous mettez dans le pot commun de courage 4 points de courage. Aussi, vous avez ici des cartes Légion qui vont changer un peu les règles du jeu. Vous les placez juste à côté. Avant de commencer la partie, vous allez piocher une carte Légion que vous allez mettre sur la case Current Légion et ça va modifier la partie. Par exemple, ici, je suis tombé sur Phlegethon. Un héros blessé par un démon obtient un jeton de feu. Autant vous dire que c'est vraiment une des pires. La carte Légion pourra être changée. Elle changera à partir du moment où sur la piste d'Apocalypse, vous atteindrez 3, puis 7. Dernier petit plateau pour vous aider, le plateau qui résume les monstres de la partie, à savoir les larves, les grillus, les fiennes, les cacodémons, leurs statistiques, leur nombre de jets de dés, etc. Vous avez choisi le Seigneur Démon, il faut aussi prendre sa fiche et la placer. Vous avez toutes les caractéristiques du Seigneur Démon dessus, à savoir ses points de vie que vous placez par rapport au nombre de joueurs et s'il a une autre barre de points de vie, pareil, que vous calez par rapport au nombre de joueurs. Gardez proche de vous les cartes démons du 4e cercle pour plus tard les piocher, car là il y en a 2, mais en réalité si vous avez toutes les extensions du jeu, vous prenez en fait toutes les cartes, et il y en a beaucoup. Et vous n'allez pas les aimer, c'est moi qui vous le dis. Prenez le jeton premier joueur ici, les cartes d'aide à côté de chaque joueur, et aussi plein de petits jetons qui peuvent potentiellement servir. Comme les jetons de feu, les jetons ombre du Seigneur, qu'ici je remplace par l'extension cosmétique, à savoir ce type de jeton là, des jetons stun et des jetons peste. Vous aurez aussi besoin d'un endroit où vous pourrez poser les pions courage, à savoir l'expérience du jeu, et puis ces petits jetons qui valident en fait le fait que vous ayez une compétence. Maintenant qu'enfin la mise en place est faite, enfin pas tout à fait, on a une dernière mise en place à faire, mais ça va me permettre aussi de vous présenter les héros, c'est justement la fiche de héros. La fiche de héros contient plusieurs informations. Vous avez le nom de votre personnage. Ici, il y a sa fonction avant que l'apocalypse arrive. Oui, parfois ça peut être assez marrant, lisez-les. Vous avez ici, avec la forme de bouclier, sa résistance. Prenez autant de jetons résistance que le chiffre indiqué. En dessous, vous avez sa capacité d'attaque au départ. Ici, elle possède un des 4. Donc prenez un jeton 1 des 4. Ces jetons servent parce qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez gagner des capacités d'attaque, donc vous allez prendre des jetons de dés que vous pourrez accumuler sur votre plateau et donc savoir combien de dés vous allez balancer et surtout lesquels. Vous voyez que j'avais oublié, prenez aussi les dés et placez-les quelque part. Ensuite, le héros a un nombre de points de chance au début de la partie, ici 3. Donc prenez 3 pions de chance. La chance servira à 2 choses, mais principalement à activer certains dons que vous pourrez acheter. Et ici, c'est l'endroit où vous accumulerez des points de courage, des points d'expérience, si vous voulez, pour le héros. Car il y a dans le jeu, en fait, un pot de héros et un pot commun. Le pot commun peut être utilisé par tout le monde, alors que le pot de héros ne pourra être utilisé que par le héros. Et il y a encore quelques informations sur le personnage. Ici en vert, vous avez sa compétence de départ, et ici en rouge, vous avez son défaut. Chaque personnage a un défaut. Ici par exemple, Sinju, elle doit se déplacer à chaque tour, sinon elle est stun. Il y a un personnage, par exemple Maxwell, lui il a de l'arthrite, du coup s'il se déplace de plus d'une case, il prend un dégât. Je vous laisserai regarder les défauts des personnages, il y en a parfois qui sont très marrants. Enfin, en réalité, c'est chiant, mais voilà. Il me reste 2 choses à vous montrer. Les points de vie du personnage, qui commencent par une capacité maximale au départ, ici 6, et on met le jeton vert du coup sur la capacité maximale. Et le jeton rouge définit lui les PV actuels du personnage. Jusque là pas trop compliqué. Vous pourrez baisser ce maximum de PV comme vous pourrez augmenter ce maximum de PV. Et la dernière chose, c'est l'arbre de compétences. Chaque personnage a un arbre de compétences composé de 6 cases qui sont en fait prévues pour accueillir des fameuses cartes de dons. Vous pourrez mettre une carte de don sur une des cases. Le principe il est très simple, c'est comme un arbre de compétences, vous commencez à un endroit et vous devez suivre les flèches pour aller vers un autre. Ici sur Sinju ça se voit pas trop parce qu'il y a beaucoup d'emplacements start, donc des emplacements de départ que vous pouvez commencer, mais sur des personnages par exemple comme Tarang, on voit bien qu'il faut obligatoirement commencer soit là et ensuite se diriger vers les flèches. Chaque héros a 2 compétences à débloquer et c'est sur sa fiche personnage qu'il pourra le faire, notamment ici, il peut acquérir la compétence Fidget Sick. Et du coup, celle-ci. Vous allez pouvoir prendre donc un jeton vert ici et le placer ici pour dire que vous l'avez débloqué. Je vous ai présenté plus ou moins les héros. Maintenant, on va passer aux démons. Il existe plusieurs types de démons. Et notamment dans les basiques, il y a
les larves, les grillus, les fiends, les cacodémons. Ces monstres vont apparaître d'une certaine manière, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais lorsque vous les faites apparaître, en fait, vous balancez ces fameux dés de désespoir et selon le résultat, vous ferez apparaître certains monstres. Chaque monstre a ses caractéristiques propres, notamment la larve a 1 d'armure et 1 des 6 d'attaque. Le grillus a 3 d'armure, 1 des 10 d'attaque, le fiend 6 d'armure, 2 des 10 d'attaque et le cacodémon 4 et 4 d'armure et 3 des 10 d'attaque. Je vais vous expliquer ces statistiques et notamment comment fonctionnent les jets de dés dans ce jeu. D'un jeu à l'autre, ça change complètement, donc là, écoutez bien. Imaginons que j'attaque un fiend. Il a 6 d'armure. Si je veux le buter, il faut que un de mes dés fasse plus de 6 pour pouvoir tuer le fiend. J'ai bien dit un dé, c'est-à-dire que si je fais un 3 et un 4 sur 2 dés différents, eh bien ça compte pas comme faisant 7, hein. Il faut faire un 7 sur un dé. Donc là en l'occurrence, ici j'ai fait un 8 et un 9, bon là en l'occurrence j'ai réussi à le toucher 2 fois puisque ça passe avec le 8 et ça passe avec le 9. Et c'est pareil pour les autres monstres, la larve il faut faire au moins 2 pour pouvoir en buter une, le grillus il faut faire au moins 4 pour pouvoir le tuer, le fiend donc j'ai dit au moins 7 et le cacodémon c'est un petit peu particulier. En effet c'est écrit 4 plus 4. Ça veut dire qu'il va falloir 2 résultats de dés au-dessus de 4. En l'occurrence tout à l'heure, j'ai fait un 8 et un 9. Ça fait un résultat au-dessus de 4, 2 résultats au-dessus de 4. Du coup, j'ai réussi à tuer le cacodémon. Si je n'avais qu'un seul dé, là en l'occurrence, impossible de tuer un cacodémon. Il en faut au moins 2. Et donc si vous suivez un fiend, si vous n'avez qu'un dé 6 d'attaque, vous ne pouvez pas tuer de fiend. Maintenant, je vais vous présenter la fiche du Seigneur Démon. La fiche du Seigneur Démon comporte plusieurs caractéristiques. Le nom de la personne qui s'est transformée en ce Seigneur Démon. Ici, son armure. Ici, ses dés d'attaque. Ici, la menace. C'est quelque chose que tous les démons ont. Et ses récompenses qui permettent potentiellement de gagner un peu plus de points d'expérience ou d'autres choses durant la partie. Après, chaque démon a souvent sa spécificité. Ici, ça va être le mur de Baphomet, qui a une armure mais qui n'attaque pas. C'est pour ça qu'il y a 2 jauges de points de vie, à savoir des points de vie normaux ainsi que les points de vie de son mur. Il y a à chaque fois un chiffre selon le nombre de joueurs, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. Et ici, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. La menace est quelque chose qui va s'activer dès que vous rentrez en combat avec le Seigneur Démon. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne, mais en gros, dès que vous rentrez, vous prenez ce qui est écrit sur la menace. Ici, Baphomet fait directement une attaque, alors que normalement, c'est les héros qui commencent, mais ça je vous expliquerai plus tard. Vous avez ensuite le plateau des dons. Durant la partie, vous pourrez acheter des dons moyennant des points de courage ou des points d'expérience, et donc vous dépensez le point d'expérience qui correspond à votre arbre de compétences, à savoir ici par exemple il faut dépenser 4 points d'expérience pour pouvoir utiliser cette case et vous pourrez prendre du coup une carte de don sur le plateau. Vous voyez qu'ici il y a des modificateurs, plus 2, moins 6, plus 4. C'est en fait un modificateur qui va augmenter ou réduire le coût de votre don. Donc par exemple, tout à l'heure c'était 4 points de courage pour pouvoir prendre cette case, et bien si vous prenez ce don-là, vous serez obligé de payer plus 2 de courage, à savoir 6 de courage au total. Les dons, il y en a 2 différents, ceux qui sont normaux blancs comme ceci, et des dons avec un trèfle à 4 feuilles, c'est souvent des compétences supplémentaires, et pour les activer, il faut dépenser des points de chance. Durant la partie, vous pourrez recruter des troupes. Ces troupes se matérialisent par des cartes, et ils vont d'une valeur de 1 à 5. C'est le coût nécessaire pour acheter la troupe. On a les volontaires, les miliciens, les policiers, l'armée et les forces spéciales. Le chiffre sur fond rouge, du coup, indique le coût de la troupe. Le chiffre sur fond blanc indique les points de vie encaissables par cette troupe. Je vous expliquerai comment ça fonctionne plus tard. Et en bas, vous avez le nombre de dés que balance la troupe si vous la placez en embuscade. Et plus vous posez la même troupe à un endroit, plus vous pourrez monter sur la valeur de dés, à savoir ici si vous posez 4 volontaires, vous pourrez balancer un des 10 grâce à eux. Si 4 Special Force sont placés, vous pourrez balancer 3 des 10. C'est pour ça que ce jeu a aussi une grosse partie Tower Defense. Vous allez placer sur le plateau ces différentes embuscades, ces différentes troupes, pour pouvoir défendre un peu mieux le plateau. Et maintenant que j'ai expliqué la majorité des caractéristiques du jeu, maintenant, je vais vous expliquer les phases de jeu. Il vaut mieux connaître les caractéristiques de chaque truc avant de faire les phases de jeu, parce que justement, pendant les phases de jeu, il aurait fallu que je vous explique tout ça. Donc c'est parti,
Le jeu se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'équipe. C'est une phase où en premier lieu, on va passer le jeton premier joueur à son joueur de gauche. Ici c'était Sinju, je vais donc le passer au joueur de gauche. Ici là-bas c'est Tarang. Et là on va dire que c'est Sinju en premier joueur. Ensuite, durant la phase d'action, dans n'importe quel ordre, vous pouvez faire plusieurs actions. Un premier soin. Vous pouvez vous soigner d'un PV ou soigner quelqu'un d'autre d'un PV. Vous pouvez pas faire plusieurs fois la même action, du coup vous pouvez pas soigner quelqu'un d'autre puis vous soigner. Sauf si c'est spécifique à votre personnage, évidemment. S'il y a un monstre sur la case où vous êtes actuellement, vous ne pouvez pas vous soigner, sauf si vous dépensez un point de courage, que ce soit dans le pot commun ou dans votre pot. Deuxième action possible, acheter un don. Je vous ai montré tout à l'heure le plateau de dons, et bien vous pouvez tout simplement, moyennant un certain nombre de points de courage, acheter un don sur le plateau. En achetant un don, vous récupérez non seulement ce qu'il y a écrit sur l'emplacement de don, par exemple ici augmenter de 1 la capacité maximale de vie d'un autre héros, mais aussi vous récupérez ce qui est écrit sur la carte de don que vous achetez. Imaginons que vous ayez pris Medikit, que vous la placez ici, et maintenant votre premier soin restaure un point de vie supplémentaire. Donc ça c'est pour les achats de dons et on dépense selon si on a de l'expérience ou pas. Et c'est là que va résider beaucoup de discussions. Qui va récupérer l'expérience à quel moment? Parce que du coup vous êtes là en mode bah ouais mais moi j'aimerais bien, oui mais toi t'en as 3 donc il faut quand même que les autres avancent aussi. Du coup il y aura beaucoup de discussions sur le partage de l'expérience. Une autre action que vous pouvez faire, après honnêtement c'est pas une action que vous allez faire souvent, c'est dépenser 9 points de courage, donc 9 points d'expérience pour faire un renouvellement. Ça aura pour effet en premier lieu d'enlever toutes les cartes dons actuelles du plateau don et d'en repiocher 10 nouvelles. Deuxième effet de cette action, ça donne 4 pions de chance pour tout le monde, du coup il faut se partager 4 pions de chance. Ça fait pas beaucoup, hein, ça fait pas 4 pions de chance chacun, hein, c'est pour tout le monde. La dernière action de la phase d'équipe, c'est donc le recrutement. C'est là que vous allez pouvoir recruter les cartes troupes de tout à l'heure. Vous ne pouvez le faire que si vous êtes dans la zone de départ, la zone où c'est écrit Start sur votre plateau. Tous les joueurs qui peuvent faire une action de recrutement, donc qui sont au start, jettent un des 4 et ce sera la valeur qui leur permettra d'acheter des troupes. Par exemple ici sur mon D4, j'ai fait 1. C'est pas un super score, du coup je peux acheter seulement un volontaire. Je vous donne quelques précisions. Vous ne pouvez pas prendre 2 types de troupes différentes. Si par exemple vous faites un 3 sur votre jet D, vous ne pouvez pas acheter un volontaire, un milicien. Non, il faut obligatoirement acheter la même troupe. Deuxième précision, vous ne pouvez pas avoir plus de 4 troupes du même type. Donc si par exemple j'avais fait 4, je prends donc 4 volontaires et si au prochain tour je les ai toujours, je vous parlerai de tout ça plus tard, je peux pas reprendre d'autres troupes par-dessus. J'ai déjà 4 volontaires, je peux pas prendre plus. Et là vous allez me dire, mais il y avait une troupe qui avait une valeur de 5, donc comment on fait pour avoir une valeur de 5 sur un jet de D4 ? Eh bien si vous le souhaitez, vous pouvez dépenser des points de courage pour augmenter cette valeur de dé que vous venez de faire. Par exemple ici, j'ai fait 1. J'aimerais avoir un policier, mais malheureusement avec 1, je ne peux pas, puisqu'un policier vaut 3. Je dépense donc 2 points de courage pour atteindre la valeur de 3. Et c'est pareil pour les Special Force, il faut dépenser un peu de courage pour avoir une Special Force. Vous verrez que potentiellement ça peut être très intéressant d'acheter des grosses troupes, notamment les Special Force qui ont des bonnes capacités. Donc vous avez fait une valeur particulière sur ce dé, vous prenez la troupe correspondante à votre valeur, j'ai fait un 1 donc je prends un volontaire et je le place sur mon plateau de héros. On dit qu'à ce moment-là il est en patrouille. Si jamais des monstres vous mettent des dégâts, eh bien vous pouvez dépenser cette troupe en patrouille pour pouvoir encaisser des points de vie. En l'occurrence, pour rappel, ce volontaire n'encaisse qu'un seul point de vie. Tout ce que je vous ai dit là au niveau des troupes, évidemment, ça fonctionne si votre personnage n'a pas de règles qui transgressent ça. Par exemple, le professeur Maxwell a une compétence qui lui permet d'avoir 2 types de troupes différents. Du coup, regardez bien les particularités de votre personnage. D'ailleurs, si votre personnage a des compétences qu'il peut faire pendant la phase d'équipe, je pense notamment à Naomi Jocelyn qui peut se déplacer en phase d'équipe. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez faire votre soin, puis votre déplacement, puis un recrutement. Le principe étant toujours de ne faire qu'une seule fois l'action et après vous les faites dans l'ordre que vous souhaitez. Maintenant que la phase d'équipe est faite, on va passer à la phase de héros. Les héros ont 3 actions possibles et dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Se déplacer de 1 à 2 cases, attaquer
et poser des embuscades. Poser une embuscade correspond simplement à prendre votre carte de troupe en patrouille et la placer sur la zone dans laquelle votre héros est. Donc là par exemple, j'ai mis un volontaire sur la zone de départ. Les troupes, qu'elles soient en patrouille, donc sur votre fiche, ou sur le plateau en embuscade, eh bien vous pouvez les défausser pour encaisser des PV. Et donc voilà, si elles sont sur le plateau, même si c'est pas vous qui les avez posées, vous pouvez très bien en défausser pour quand même essayer de survivre. C'est quand même bien. Ça va être par exemple ma première action. Deuxième action, je me déplace de une case. Ici, je suis arrivé dans une zone avec un jeton invasion. Cela va avoir pour effet de faire apparaître des monstres. Et oui, c'est comme ça qu'apparaissent des monstres. Si vous rentrez dans une zone avec un pion invasion, ça fait apparaître directement des monstres. Par exemple, si je m'étais déplacé non pas d'une, mais de 2 cases, donc par exemple ici, j'aurais fait apparaître le premier jeton, puis le deuxième jeton. Et donc, comment fonctionne cette apparition? Eh bien, avec ces fameux dés de désespoir. Vous prenez ces dés de désespoir et vous les balancez. Vous regardez le résultat. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des symboles qui correspondent aux monstres qui sont en bas. Le principe est très simple. Si vous faites un double indiqué sur le plateau, vous faites apparaître le monstre correspondant. Par exemple ici, j'ai fait un double de ce signe, donc je fais apparaître un fiend. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi des larves qui vont apparaître et elles apparaîtront au nombre de paires que vous venez de faire. Ou moi, je préfère le dire plus simplement, au nombre de démons autres qui sont apparus. Là, il y a un fiend qui est apparu, donc il y a une larve qui apparaît. Vous retirez donc le jeton invasion et vous faites apparaître le résultat du dé. Si vous faites apparaître des démons dont vous n'avez plus de figurines, par exemple vous devez faire apparaître un autre cacodémon alors que vous n'avez que 2 cacodémons, eh bien vous ne le faites pas apparaître, mais à la place vous augmentez de 1 point d'apocalypse. Et ce, même si vous avez plusieurs figurines qui vous manquent. Un fiend et une larve sont apparus. Ça va bien nous embêter. Mais il me reste toujours mon action d'attaquer. Sur le plateau de Sindru, ma capacité d'attaque est 1 des 4. Je prends donc 1 des 4 et le balance. Lorsque vous faites vos attaques, vous pouvez balancer vos dés et choisir ensuite sur qui vous les assignez. Par exemple, si j'avais eu 1 des 6, 1 des 8 et que j'avais fait un 7 sur mon D8 et un 3 sur mon D6, eh bien j'aurais pu assigner le 3 à la larve et le 7 au fiend. Ici, j'ai fait un 3. Malheureusement, le fiend ne peut mourir qu'à partir d'une valeur de 7. Avec un D4, c'est impossible. Mais par contre, j'ai fait un 3, je peux donc tuer la larve. Et boum, j'enlève la larve du coup du plateau. Le fait d'avoir tué un démon me rapporte 1 point d'expérience. Et je le mets sur le plateau de Sindru, car c'est Sindru qui a battu le monstre. Voilà comment on accumule de l'expérience dans la partie. Il faut frapper des démons, il faut tuer des démons pour pouvoir en accumuler au fur et à mesure. Et c'est comme ça que votre personnage deviendra de plus en plus puissant. Ici, mon personnage a fini de jouer, il s'est déplacé, il a fait son attaque et il a posé une embuscade. Il peut faire ses actions dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Par contre, là par exemple, il peut se déplacer de 2 cases, mais il fait son mouvement et après il s'arrête. C'est-à-dire, je peux pas faire une case, une attaque, une autre case. Après, c'est aux autres joueurs de faire leurs actions, déplacement, attaque, embuscade, dans l'ordre qu'ils veulent. Et puis on arrive à la phase des ennemis. C'est la phase que vous allez détester, forcément. Première chose à faire pendant la phase d'ennemi, augmenter le pion désespoir ainsi que le pion seigneur. Le pion désespoir se déplace du nombre de joueurs qu'il y a actuellement. Ici, j'ai préparé une partie à 5 joueurs, j'ai mis les 6 plateaux, mais en réalité, on peut jouer que jusqu'à 5 joueurs. Donc le jeton désespoir se déplace de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Le pion seigneur, lui, ne se déplace que si le pion désespoir revient à 1. Deuxième chose de cette phase, les ennemis attaquent. Les démons attaquent du rang le plus faible au rang le plus haut. Parce que dans le jeu, on parle de démons du premier cercle, du deuxième cercle, du troisième cercle, du quatrième cercle. Et les larves sont considérées plus ou moins comme les démons du cercle numéro 0. Ici, il n'y a qu'un fiend, donc on va faire l'attaque uniquement du fiend. Mais si la larve était encore là, ce serait la larve qui aurait attaqué en premier, puis le fiend. On choisit qui va prendre la blessure avant l'attaque du démon. Ici, il n'y a que Sindru, mais si par exemple Tarang était avec elle, eh bien ils auraient choisi qui allait prendre l'attaque avant le jet de dés. Mais là, Sindru est toute seule. Ici, Sindru est avec le fiend, et donc le fiend va attaquer Sindru. Le fiend a 2d10, il va donc balancer 2d10. Il fait un score de 1 et un score de 5. Est-ce que je me suis pris des dégâts ou pas? Eh bien ça fonctionne exactement pareil qu'avec les démons.
En l'occurrence, Sinju a 2 de défense. Il faut donc que un dé dépasse la valeur de défense de Sinju pour qu'elle prenne 1 PV. Ici, le démon a fait un 1 et un 5. Sinju va donc prendre seulement 1 PV, car le 5 réussit à battre sa défense, mais le 1 non. Sinju perd donc 1 PV. La phase suivante, c'est le déplacement des démons ainsi que des jetons invasion. Et oui, c'est là que va résider le gros problème, vos problèmes, à savoir que les démons vont avancer et donc vont vous submerger et des démons vont apparaître au fur et à mesure. Le Fiend se déplace donc à la zone de start et les jetons invasion se déplacent. Mais pendant cette phase, le Seigneur Démon fait apparaître un jeton invasion sur sa case. Ce qui fait que du coup, plus ou moins tacitement ici, vous pouvez juste faire apparaître un jeton ici puisqu'il se déplace. Je vous le fais en détail. Ici, les jetons invasion se déplacent d'une case. Et le Seigneur Démon fait apparaître un jeton invasion. Donc c'est exactement comme si j'avais fait ça. Le jeton invasion est donc avancé maintenant sur la case de Sinju. Et donc elle déclenche une invasion directement. On balance donc les dés de désespoir. Et là on a fait apparaître un Grillus. Et donc si on a fait apparaître un démon, on fait apparaître une larve. Dernière chose à faire pendant la phase des ennemis, les attaques des embuscades. C'est maintenant que les embuscades vont être utiles. C'est maintenant qu'on regarde le score qu'il y a en dessous, à savoir le chiffre 1d6 par exemple sur le volontaire. Et donc là l'embuscade peut balancer son ou ses dés pour attaquer les démons. Ici le volontaire ne peut balancer qu'un d6. Ça ne sert à rien de balancer le dé vu que le Fiend ne peut mourir qu'à partir d'un score de 7. Mais si par exemple sur la case avec Sinju, j'avais placé 3 miliciens, là la valeur de l'embuscade était donc de 2d6. On balance donc 2d6. Ici j'ai fait un 3 et un 5, je bats la valeur de la larve, je bats la valeur du Grillus, l'embuscade tue donc les 2 démons. L'embuscade a tué des démons. Du coup, qui gagne les points d'expérience? Eh bien on met des points d'expérience du coup dans le pot commun. L'embuscade a tué 2 démons, donc 2 points d'expérience apparaissent dans le pot commun. La phase des embuscades étant faite, on recommence une phase d'équipe, à savoir passer le jeton premier joueur au joueur de gauche, etc. Et on recommence les phases comme ça. Je viens de me faire la réflexion là pendant le tournage en me disant « Putain, c'est pas compliqué, mais c'est long à expliquer ». En plus, le jeu vous passe un récapitulatif des tours qui est vraiment très bien fait. Servez-vous-en. Du coup, maintenant, je vais vous parler des dernières petites choses qui se passent et notamment, quand est-ce que le Seigneur Démon il va bouger? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la piste du Seigneur n'augmente que si la piste du désespoir revient à 1. Et bien maintenant, faisons-le. Imaginons nous sommes 5 joueurs, la phase d'ennemis se commence et donc on a bougé le pion de désespoir maintenant. Il faut donc que je déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il est repassé par le 1, du coup le pion du Seigneur se déplace. Il se passe d'autres choses quand ce pion du désespoir revient à 1. Et ça, vous avez tout le résumé qui est écrit sur le plateau des pistes. Première chose à faire, ajouter un dé de désespoir. Oui, ces fameux dés qui vous emmerdent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, on était à 4 dés désespoir, maintenant on est à 5 dés désespoir. Au fur et à mesure, du coup, la partie va devenir de plus en plus difficile. Deuxième chose à faire, ajouter 4 de courage au pot commun. Par contre, du coup, c'est cool, voilà, on récupère de l'expérience gratuitement. 4 points d'XP gratuitement comme ça. Et dernière chose, du coup, on avance le pion du Seigneur, du coup, là, en l'occurrence, sur 2. Mais au début, je vous ai dit, quand est-ce que le Seigneur Démon va bouger? Eh bien, si vous voyez que la piste du Seigneur se déplace quand le pion du désespoir atteint 1, eh bien, en fait, le Seigneur Démon, lui, se déplace quand la piste du Seigneur atteint 1. En l'occurrence, si on avance la partie, tac, 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 il est repassé par 1, il avance à 3. Ensuite, un autre tour encore, 1, 2, 3, 4, 5, on est repassé par 1, du coup, le pion du Seigneur Démon revient à 1. Et c'est là que les vrais ennuis commencent. Première chose, le Seigneur Démon va se déplacer d'une case, en avant. Sur cette carte, lorsque le Seigneur du Démon avance, il ne fait pas apparaître de jeton invasion. Ensuite, et c'est là que vous n'allez pas rigoler du tout, le Seigneur Démon fait apparaître un démon du 4e cercle. Je vous en ai pas parlé jusque-là des démons du 4e cercle. On les déteste, tous. Les démons du 4e cercle sont comme des sous-boss. Ces démons n'apparaissent donc que quand vous faites avancer le Seigneur. Et donc ils apparaissent à l'emplacement du Seigneur. Lequel on fait apparaître? Eh bien justement, c'est du hasard. Vous prenez toutes vos cartes Seigneur Démon que vous avez, et vous en choisissez une au hasard.
Là, en l'occurrence, j'ai pioché le chien des enfers, il va donc apparaître sur la même case que le seigneur démon. Et c'est un démon normal, il est apparu pendant la phase du seigneur et du désespoir. Ensuite, les démons attaquent, et ensuite, les démons bougent. Donc, dès qu'il apparaît, il se déplace déjà d'une case. Et donc, qu'est-ce qui fait ce démon du 4e cercle? Eh bien, tout dépend du démon du 4e cercle, mais ils ont tous une caractéristique déjà, c'est qu'ils ont 4 points de vie. Et donc il va falloir leur faire 4 fois des dégâts, donc 4 fois des valeurs au-dessus de leur armure qui est ici. Ils ont souvent une capacité à l'apparition et une capacité permanente. Le chien des enfers, s'il ne peut pas attaquer quelqu'un dans sa zone, eh bien il attaque quelqu'un dans n'importe quelle zone, choisie par le capitaine. Et si la Légion, donc la carte qui modifie un peu les règles du jeu, Pandémonium est la Légion actuelle, eh bien le chien des enfers mettra un dégât supplémentaire. Ils ont tous aussi 4 dés d'attaque, démon du 4e cercle, 4 dés d'attaque. D'ailleurs, si vous voyez sur le plateau de base, démon du 1er cercle balance 1 dé 10, démon du 2e cercle 2, démon du 3e cercle 3. C'est fait exprès. Et ce démon du 4e cercle, il est aussi très chiant pour autre chose. Mais très bien aussi pour autre chose. Si vous tuez un démon du 4e cercle, vous ne prenez pas 1 point de courage, mais 4 points de courage. Mais par contre, je vous ai pas dit comment la piste d'Apocalypse pouvait monter, cette fameuse piste-là. Eh bien, si pendant la phase de mouvement, un démon, en l'occurrence ici le Fiend, traverse la zone de start, à savoir, il se retrouve en dehors du plateau, eh bien pour chaque démon qui sont passés, on prend 1 point d'Apocalypse. Ça peut très vite monter, donc il faut vraiment défendre cette zone de départ. Et si un démon du 4e cercle traverse le plateau et donc passe à l'extérieur, vous ne prenez pas 1 point d'Apocalypse, mais 4 points d'Apocalypse. De même pour les jetons invasion. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'un jeton invasion traverse cette map, mais on ne sait jamais. Il existe beaucoup de démons du 4e cercle. Il y en a 3 par boîte d'extension. Là, il y en a 2. 4 boîtes d'extension. 4 x 3, 12. 12 plus 2, 14. Il y a 14 démons du 4e cercle. Et donc, si vous avez toutes les boîtes, vous prenez tous les démons du 4e cercle. Enfin, selon la difficulté que vous voulez pour la partie. Car le jeu a de quoi augmenter la difficulté, mais pas vraiment de la descendre, et je dirais que c'est une des manières de pas trop augmenter la difficulté, c'est de prendre que quelques démons du 4e cercle. En l'occurrence, les 2 de la boîte de base sont finalement assez simples. Il y en a un par exemple qui ressuscite. Super. On va passer maintenant à la dernière phase de jeu, en tout cas la phase de jeu qui est la plus importante, en tout cas pour gagner. Comment on gagne à Planète Apocalypse? Je vous l'ai dit, il faut vaincre le Seigneur Démon. Pour vaincre le Seigneur Démon, il faut aller l'attaquer. Et pour l'attaquer, c'est très simple. Pendant la phase de héros, vous vous déplacez sur sa case et vous vous retrouvez téléporté dans le Tempus Infernum. Le Tempus Infernum, c'est cette fameuse grosse plaque qui peut contenir du coup, en l'occurrence, le Seigneur Démon ainsi que les héros. Si Sinju s'était déplacée du coup dans la zone du Seigneur Démon, elle se serait téléportée avec lui et elle peut téléporter tous les autres joueurs si elle le souhaite. Donc là, en l'occurrence, elle a envie de le faire. Elle n'a pas trop envie de se faire défoncer la gueule. S'il y avait un jeton invasion ou d'autres démons qui se trouvaient sur la case du Seigneur Démon, eh bien ce jeton invasion se téléporte avec. Du coup, on fait une apparition de monstre à ce moment-là. Ici, j'ai fait 2 paires, une paire de Fiend, une paire de Grillus. Il y a donc 2 démons qui apparaissent, donc 2 larves apparaissent aussi en plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on fait en arrivant dans cette phase, on déclenche la menace du Seigneur Démon. Ici, ce Seigneur Démon balance une attaque directement. Il a 6 des 12 d'attaque. Pour rappel, on choisit qui prend l'attaque en premier. Ici, je ne vais pas vraiment faire les dégâts, etc., mais vous comprenez. Donc on balance les dés d'attaque du Seigneur Démon, il inflige ses dégâts. Et puis ensuite, on suit ce schéma. Les héros attaquent ou se cassent, puis les démons attaquent. Toujours du plus petit au plus gros. Donc les larves en premier, jusqu'au Seigneur Démon. Et ensuite, les héros choisissent d'attaquer ou de se barrer. Et tant que tout le monde ne s'est pas barré ou que le Seigneur Démon n'est pas tombé, eh bien, on continue. Enfin aussi, une autre chose qui peut arriver, c'est que tout le monde meurt. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Si un héros meurt, première chose, eh bien on défausse le héros. Du coup, le joueur qui avait ce héros ne peut plus le jouer.
Deuxième chose, on augmente de 2 la piste d'Apocalypse. Et troisième chose, du coup, le joueur va devoir choisir un nouveau héros pour la prochaine phase d'équipe. Il récupérera un nombre de points de courage égal au nombre de dés désespoir que vous avez actuellement en jeu. Là actuellement j'avais 5 dés désespoir, donc si un héros meurt, il reviendra avec 5 points de courage. Donc si vous avez suivi, si on fait perdre tous les PV au Seigneur Démon, on a gagné. Rappelez-vous, un dé ne peut mettre qu'un dégât. Il ne peut pas mettre plusieurs points de vie. Là en l'occurrence l'armure du Baphomet est de 6, il faut donc faire 7 minimum sur un dé pour pouvoir lui mettre un dégât. C'est un jeu à dés, je le sais, mais comme vous l'avez vu avec les arbres de compétences et les dons, vous pouvez pas mal gérer votre pot de dés et donc savoir que vous pourrez gérer pas mal votre chance. Et c'est ça qui est vraiment cool dans ce jeu. En plus de ça, le Seigneur Démon, si jamais vous détruisez son mur, eh bien il n'aura que 6d8 d'attaque au lieu de 6d12. Oui je sais c'est puissant quand même, mais c'est mieux que rien. Et donc une technique très intéressante pour ne prendre pas trop de dégâts de la part du Seigneur Démon, parce que quand même il a 6d12, celui-là en tout cas, pour commencer. Vous pouvez prendre donc 6 PV par une de ses attaques, eh bien pour vous protéger, vous prenez des troupes, et ces troupes-là pourront encaisser des PV à votre place. Le Seigneur Démon laisse derrière lui des jetons Ombre du Seigneur. À chaque fois qu'il se déplacera sur le plateau, il va placer un jeton Ombre du Seigneur à l'endroit où il est. Et donc c'est si vous rentrez dans l'Ombre du Seigneur que vous vous faites téléporter dans le Tempus Infernum. Sur cette map-là, vous pouvez pas passer derrière, mais sur d'autres maps, vous pouvez. Donc c'est pour ça que c'est très important de parler que c'est l'Ombre du Seigneur et non pas le Seigneur qui détermine si vous rentrez dans le combat ou pas. Lorsque vous êtes dans ce combat dans le Tempus Infernum, la partie est figée. C'est-à-dire que par exemple, si Sindrus était la première à jouer, eh bien les autres vous suivent pour combattre, il n'y a pas de problème. Et du coup, si jamais vos personnages décident de quitter le combat, ils vont pouvoir revenir sur une case du plateau qui ne contient pas d'Ombre du Seigneur. En l'occurrence, vous pouvez tous revenir à la zone start pour ensuite aller par exemple vous rééquiper de troupes. Lors d'une attaque, vous pouvez être aidé. Comment ça se passe? En l'occurrence ici, Tarang par exemple veut attaquer le Grillus et le Fiend. Il n'a qu'un D6 pour le faire. Il aimerait quand même avoir ses chances de tuer le Fiend. Il lui faudrait donc un D8 ou plus en tout cas. Eh bien il peut demander l'aide d'un allié. Ici, il est avec un allié dans la même zone. Il faut que l'allié soit dans la même zone. L'allié peut donc dépenser un point de courage, que ce soit de son pot ou du pot commun, pour pouvoir aider son allié. Aider va avoir pour effet d'augmenter la valeur du dé. Donc ici, le D6 va s'augmenter en D8. Il a donc potentiellement une chance de vaincre le Fiend. Bon, malheureusement, vu mon jet, j'ai fait un 6. Écoute, je tue pas le Fiend, mais au moins je tue le Grillus. C'est pas si mal. Vous pouvez tout à fait aider dans une attaque dans le Tempus Infernum. Donc là, par exemple, c'est à Anna Hazard d'attaquer, et bien tous les autres peuvent aider. Donc ça peut faire monter pas mal les dés quand même. Évidemment, on peut pas aller au-dessus du D12, et du coup, c'est peut-être un peu chiant pour ça, mais c'est pas grave. Les jetons chance ont la possibilité d'être échangés en jetons courage, à tout moment. Ce qui fait que par exemple, là vous êtes en train de combattre justement dans le Tempus Infernum, vous voulez aider mais vous avez plus de pion courage. Eh bien vous pouvez changer vos pions chance en pions courage. L'inverse n'est pas possible par contre, on ne peut pas échanger des pions courage en pions chance. C'est pour ça que les pions chance sont très rares, parce qu'en fait eux vous ne pouvez pas vraiment facilement les récupérer. Et donc si vous baissez tous les points de vie du Seigneur Démon à 0, eh bien bravo à vous, vous avez gagné la partie. Mais monsieur, c'est le plus simple à battre. Je vous le cache pas, votre première partie, vous allez sûrement la perdre. Et c'est pas pour dire que vous êtes nul, Vraiment, je pense que c'est très difficile de ne pas perdre à sa première partie si on n'a pas de conseil de quelqu'un qui a déjà joué. En parlant de conseils, il y a des gens qui vont me dire « Ah, c'est un jeu de coopération, donc il y a forcément un effet leader, un gars qui sait tout et du coup qui peut tout décider et qui du coup gâche le plaisir des autres. » Eh bien oui et non. En fait, tout le monde est tellement important déjà, ça c'est ma première raison, que du coup, c'est difficile de délaisser les autres. Et deuxième chose, le jeton capitaine, je vous ai toujours pas dit à quoi il servait. Bon, déjà est défini qui va commencer le tour. Mais surtout, c'est lui qui va gérer l'expérience du pot commun, les points de courage du pot commun. S'il décide que quelqu'un d'autre qui veut les points de courage du pot commun ne les prendra pas, il les prendra pas. C'est le capitaine qui choisit qui dépense les points du pot commun. Et comme je vous ai dit que les points de courage, donc les points d'expérience, sont très importants à partager dans le jeu et intelligemment,
Eh bien, c'est justement ce pion capitaine qui va tout faire changer. La boîte de base contient un autre plateau circulaire que je m'en vais vous expliquer. Ici, le Seigneur Démon commence aussi à l'emplacement qui lui est dédié, avec des jetons Ombre des Seigneurs qui se placent à l'endroit où il est déjà allé. Et les héros, pareil, du coup, vont dans la zone de start. Tout à l'heure, les démons, quand ils passaient la zone de start, ils quittaient le plateau et ils augmentaient les points d'apocalypse. Eh bien ici, ils vont augmenter les points d'apocalypse, mais ils vont pas quitter le plateau du tout. Du coup, ils vont faire des cercles et ça va être très gênant. Ça, c'est la première particularité de cette map, mais aussi la deuxième particularité, c'est, voilà, le Seigneur Démon se déplace, du coup, il va faire apparaître des jetons Ombre du Seigneur à l'endroit où il avance. Et vous pouvez tout à fait marcher directement dans la zone du Seigneur. Il n'est pas dans la zone, mais vous pouvez marcher quand même dans son ombre, ce qui fait que du coup, vous pouvez déclencher le combat du Tempus Infernum beaucoup plus tôt. Voilà la particularité de cette map, ça change légèrement, c'est une map pour augmenter la difficulté mais très doucement, mais les autres cartes changent vraiment drastiquement les choses. Et donc si vous avez d'autres seigneurs démons, vous pouvez tout à fait l'affronter sur la même carte, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez choisir donc un autre seigneur démon pour changer un peu vos parties. C'est ça qui est très bien avec ce jeu, c'est que vos parties sont sans cesse renouvelées si vous avez des extensions. Et c'est là que je mets un peu mon point noir sur le jeu. J'adore ce jeu, c'est vraiment un jeu que j'adore, je pourrais en faire vraiment, je pourrais enchaîner des parties comme pas permis. C'est un jeu où je perds souvent, j'ai gagné que contre Baphomet et Lady Scylla, qui sont les deux seigneurs démons niveau 1, mais il y a des seigneurs démons beaucoup plus forts, et en l'occurrence, je n'ai jamais battu pour le moment un seigneur démon de niveau 2. Peut-être aussi parce qu'on a augmenté à la fois le niveau du seigneur, mais aussi le niveau de la carte. Peut-être que j'y suis allé un peu fort. Mais on cherche le challenge dans ce jeu, on a envie toujours d'aller plus loin, de chercher un truc encore plus dur, et surtout de se dire « Ah, on va y arriver !» Et quand vous y arrivez, vous faites « Putain, bravo, yes !» On est vraiment content quand on réussit à vaincre pour la première fois notre premier seigneur démon. Et donc le jeu a un gros défaut, c'est que si vous n'avez que la boîte de base, eh bien vous n'aurez que deux types de parties en soi. La partie avec la première map, la partie avec la deuxième map. Parce qu'un seigneur démon définit une stratégie et quand vous avez expérimenté cette stratégie, eh bien pour la prochaine partie vous réexpérimentez la même et puis encore la même, etc. etc. Et cette carte, même s'il y en a deux dans cette boîte, la deuxième carte ne change pas assez les choses pour qu'on se dise vraiment que on est en train de faire une autre stratégie. Vous verrez dans les extensions, quand on fera les vidéos des extensions, que vraiment la stratégie se change énormément, mais genre, vous vous rendez même pas compte. Du coup, mon bémol, ce jeu est obligé d'avoir des extensions pour être vraiment riche. Le jeu est très riche, mais le jeu est très cher et du coup, si vous voulez vraiment de la richesse de jeu, il vous faut des extensions. Un truc cool aussi dans ce jeu, eh bien, s'il y a un joueur qui veut partir, ou si un joueur qui veut arriver, vous pouvez tout à fait. Si un joueur veut partir, on garde son héros et c'est quelqu'un d'autre qui le joue. Si un joueur veut rentrer dans la partie, il rentrera pendant la phase d'équipe, il prend un nouveau personnage, il prend un nombre de courage égal au nombre de dés désespoir actuel, et du coup c'est juste que ça change un peu les points de vie du boss, on augmente la valeur de points de vie selon la carte du boss. Et le jeton désespoir augmentera un peu plus rapidement du coup. Il me reste 3 choses à vous présenter, à savoir les jetons d'effet. En premier, le jeton de feu. Si un joueur a un jeton de feu et que c'est son tour, il prend un point de dégâts. Son tour dans la phase de héros. Comment on enlève un jeton de feu ? Eh bien, il faut abandonner une action d'attaque. Les alliés peuvent le faire pour la personne qui a le feu. Par exemple, Sinju est inflammée, mais elle a un PV. Et c'est à Professeur Maxwell, donc à ma droite, qui aimerait sauver Sinju, mais malheureusement il lui reste qu'un PV. Ça veut dire qu'au tour de Sinju, elle meurt, puisqu'elle prend un PV à cause du feu. Mais Maxwell, très gentil comme il est, et qu'il est dans la même zone que Sinju, il va dépenser son attaque, il va annuler son attaque, il va abandonner son attaque pour pouvoir enlever le jeton de feu. On ne peut pas accumuler les jetons de feu. Le jeton de pestilence. On peut complètement accumuler les jetons de pestilence, et c'est bien le problème. Plus vous accumulez de jetons de pestilence, plus vous êtes dans la merde. Le jeton de pestilence, c'est à chaque fois que le segment du désespoir se déclenche, donc à chaque fois
que le jeton de désespoir revient à 1, eh bien vous prenez autant de dégâts que le nombre de jetons désespoir que vous avez sur votre plateau. Vous comprenez pourquoi il faut pas trop en accumuler? Comment on enlève des jetons pestilence? Pour chaque point de vie soigné, vous en retirez un. Donc si tout le monde vous soigne d'un coup, vous en retirez un bon paquet quand même. Et le jeton de stun, très simplement à votre prochain tour, vous devrez abandonner soit votre attaque, soit votre déplacement. Et ça vous enlève le jeton. On ne peut pas accumuler le jeton de stun. Il existe 2 autres jetons dont je ne vous ai pas parlé. Le jeton de la porte démoniaque, tout simplement en fait, c'est pour retenir l'emplacement du seigneur démon avant que vous l'attaquiez dans le Tempus Infernum. Par exemple, là il est ici dans cette zone, eh bien nous on l'attaque, on se téléporte dans le Tempus Infernum, on place du coup la porte démoniaque à l'emplacement du seigneur démon actuellement. Et dernier jeton, c'est ce jeton pion intervention divine. Alors, je sais pas si c'est parce que je me la pète ou quoi, mais je trouve qu'un jeton comme ça, oui, ça rajoute de la facilité, mais je sais pas si... Je pense que moi, ça m'insulte plus qu'autre chose. Le jeton pion intervention divine est un jeton que vous pouvez utiliser à un moment dans la partie, et en fait, c'est pour faciliter le jeu puisqu'il permet de relancer un jet de dés. N'importe lequel, hein. Celui de l'apparition des démons, une attaque de démons, une attaque de vous. Bref, vous pouvez en relancer une. Et en fait, ce jeton, on vous le donne si par exemple vous trouvez que la partie est trop difficile et du coup vous voulez avoir un petit peu de chance d'y arriver. Voilà, j'ai fait le tour normalement des règles de ce jeu. J'aurais pu vous détailler chaque personnage dans ses moindres recoins, mais ça, je préfère que vous le voyez par vous-même. Il y a des persos qui sont vraiment très différents. C'est vraiment la force du jeu, c'est l'asymétrie. Mais là, on parle vraiment des règles de base et donc pour ça, je vous laisse voir vos personnages directement dans votre boîte de base. Pour les extensions, ça ira beaucoup plus vite, donc je pourrais beaucoup plus expliquer les personnages, mais si vous voulez une vidéo consacrée aux personnages, dites-le moi, je la ferai. Je vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu parce que ça m'a pris un bon bout de temps quand même à faire. Et du coup, moi je vous dis, tout fatigué, salut.